je suis Alison, je travaille chez Compagnie. Compagnie, c'est un organisme de formation Calliope qui accompagne par des actions de conseil et de formation des structures et des établissements médico-sociaux. Mon rôle au sein de Compagnie, c'est de réfléchir avec les structures à des initiatives pour répondre à leurs enjeux de management, de communication ou encore de collaboration en équipe. Ce qui nous réunit aujourd'hui dans ce webinaire, ça va être de retracer le parcours de l'ADMR 35 sur les équipes solidaires de proximité. Pour plus de simplicité, on va les appeler les ESP. Donc je leur dis bien équipe solidaire de proximité qui veut dire ESP. Donc on va vous raconter comment ce projet a été pensé, comment il a été mis en place et comment il se déroule. Et donc aujourd'hui, ça va être l'occasion de lever le voile sur comment s'est positionnée la DMR nationale sur les ESP, comment une fédération comme la DMR 35 a pris l'initiative des équipes solidaires de proximité, comment se sont fait le choix des associations qui sont parties en première dans l'expérimentation, comment les décisions ont été prises, que ce soit au niveau de la fédération ou des associations, et enfin, qui ont été les financeurs d'un tel projet. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à nos témoignantes afin qu'elles se présentent et nous racontent. Donc, Émilie, Marie, Sandra, je vous laisse vous présenter avant qu'on aille dans le vif du sujet. Bien, À bonjour. qui Euh, faut démarrer, hein. Bonjour Sandra Levon, je suis chargée de mission qualité de vie et santé au travail au sein de la Fédération ADMR Ille-et-Vilaine, donc au service de nos 46 associations sur le territoire. Et je laisse la parole à Émilie et Marie. Bonjour, donc moi je suis Émilie, je suis responsable de secteur et coach à l'association ADMR de Plaine Fougère. Bonjour, donc moi c'est Marie, je suis ATP, assistante technique de planification et coach à l'ADMR de Plaine Fougère. Super. Alors, on va commencer ce matin avec Sandra, parce que Sandra va devoir nous quitter dans peu de temps. Et ensuite, on continuera avec Émilie et Marie sur leur retour d'expérience au sein de la DMR Plaine Fougère. J'invite tous les participants au webinaire à poser leurs questions. Surtout, n'hésitez pas, vous avez un chat à disposition dans lequel vous pouvez interagir. On prendra un temps pour répondre à vos questions ensuite. Sandra, est-ce que tu peux nous présenter la fédération de l'ADMR 35 avant qu'on se lance dans les ESP? Oui, donc la Fédération ADMR 35, donc c'est une association, hein, qui vient en soutien des associations locales qu'on peut avoir sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Donc on en a 46 sur le territoire 35, donc qui est un gros réseau euh, par rapport au national. Et donc du coup, on a en charge donc, de l'accompagnement. Donc on a des chargés de mission qui peuvent intervenir sur différents projets, mais on a aussi une partie mise à disposition de salariés, notamment administratifs, au sein des associations. On accompagne aussi sur la paye, par exemple, la facturation. On a aussi un soutien informatique. Enfin, on a différents services et on a aussi des gestionnaires de flotte auto sur cette partie-là. Donc, il y a toute une partie soutien RH, soutien finance et puis logistique et projet. Ça représente combien de personnes rapidement pour qu'on ait une petite vision Alors, là-dessus? la fédération, c'est à peu près 180 personnes, sachant qu'il y en a plus de la moitié qui sont sur les associations locales. Et combien d'associations? Donc, 46 associations qu'on a distinguées en 7 pays. C'est ça. Voilà. Donc, on a des cadres qui accompagnent les associations de manière un peu plus locale, on va dire. Ok. Et donc, si on va sur le sujet des équipes solidaires de proximité, euh, alors, toi, quand est-ce que tu as entendu parler la première fois des équipes de solidaires de proximité, personnellement ou au sein de la DMR? Alors, alors déjà, je suis arrivée moi, en 2020, donc j'ai été embauchée pour prendre la suite d'un projet d'un doctorant qui avait commencé à travailler sur des démarches, la mise en place de démarches participatives au sein des associations auprès des équipes d'intervention. Et donc, du coup, il voulait mesurer l'effet sur la qualité de vie au travail de ce sujet-là.
ce projet de thèse était chapeauté par la DRH du moment, qui avait déjà en ligne de mire, en tout cas, un projet qui existait aux Pays-Bas qui s'appelait Buurtzorg, qui était le projet des équipes autonomes, mais plutôt chez des infirmiers à domicile. Et donc, du coup, ils avaient plus ou moins cette idée-là, mais pas forcément les financements. Donc, j'ai été embauchée pour prendre la suite du travail de ce doctorant, où on mettait en place de manière ponctuelle des temps participatifs pour faire travailler les salariés sur leurs problématiques, les salariés d'intervention. Et donc, petit à petit, on s'est renseigné sur ce sujet. J'ai eu le service famille parce qu'on a aussi un service famille qui s'est intéressé aussi au projet parce que eux fonctionnent déjà en petites équipes. Et dans ce cadre-là, on a eu une présentation, notamment de compagnie sur le sujet des formations et donc, comment est-ce qu'on pouvait mener un projet de mise en place d'équipes autonomes. À l'époque, on parlait d'équipes autonomes. Et en parallèle, on suivait ce qui se passait au plan national. Et au plan national, on a eu certaines ADMR, notamment un petit peu poussées par nos voisins des Pays-Bas, sur le projet des équipes autonomes, donc qui avaient commencé à mettre en place des équipes solidaires de proximité. On avait 4 fédérations qui avaient commencé à expérimenter le sujet. Je me suis rapprochée de l'UN pour savoir un peu ce qu'il en était. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites. Et puis, on en est arrivé à 2022 où on a eu un appel à projet du conseil départemental pour une dotation complémentaire qui nous a permis, en tout cas qui nous offrait cette opportunité de mettre en place un projet en faveur de la qualité de vie au travail des salariés d'intervention. Et ce projet devait, enfin en tout cas à 50% de cet appel à projet, devait concerner la qualité de vie au travail des salariés d'intervention. Et il citait notamment des actions innovantes comme les équipes autonomes. Donc on a un petit peu sauté sur l'occasion en se disant c'est le moment de construire quelque chose. Oui, c'est ça, parce que si je me souviens bien, tu avais assisté à un webinaire de compagnie et suite à ça, en juillet 2022, nous, on a pris contact toutes les deux. Et c'est là où il y a eu la réflexion dans le cadre de cette dotation complémentaire. Oui, tout à fait. Donc, je me suis renseignée auprès des fédérations qui avaient commencé à travailler sur le sujet pour savoir finalement de quoi on avait besoin, quel était le type d'organisation à mettre en place pour mettre au sein de nos structures pour pouvoir évaluer un petit peu le projet, le budget, la logistique, de quoi on aurait besoin. Et ensuite, eh bien, on s'est effectivement rapproché de compagnies avec qui on avait eu des échanges. Et puis, on s'est renseigné aussi un petit peu, parce qu'il y avait aussi le collectif L'Humain d'abord. Donc, voilà, on a été piocher un petit peu toute la bibliographie qui pouvait exister sur le sujet pour voir comment on allait pouvoir construire ce projet. Et voilà. Et, et pourquoi pourquoi vous avez choisi Compagnie comme organisme de formation? Est-ce que tu te souviens à l'époque de la réflexion menée? Alors, l'organisme compagnie, il nous a bien plu parce que c'était un organisme qui propose, en fait, c'était pas des consultants. C'était un organisme de formation, mais qui pour autant proposait vraiment la mise en place d'un projet complet avec un accompagnement. Mais pour autant, on était vraiment là-bas, c'était vraiment de la formation-action. Et c'est de ça dont on avait besoin finalement. Nous, on avait besoin d'apprendre le mode de fonctionnement, qu'est-ce que c'était, comment on allait le mettre en œuvre. Et donc, du coup, on avait plus besoin de cette compétence-là. Donc, c'était vraiment déjà cette partie-là qui me convenait bien. Et la possibilité aussi d'ajuster les formations à notre besoin, parce qu'on avait un gros réseau quand même. Donc, c'était aussi ça a mis un petit peu compagnie à l'épreuve, parce que je n'étais pas forcément habituée à travailler avec un aussi gros réseau que le nôtre. Et ça a été aussi le fait d'avoir une personne locale à proximité. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir une personne qui puisse se déplacer tout de suite chez nous si jamais il y avait un problème, si jamais on avait un besoin particulier, s'il y avait un ajustement à faire au niveau de la rythmique des formations, au niveau du contenu des formations. Donc ça, c'était voilà. Je pense que c'était un peu ça. Et puis après, on va pas se le cacher, il y a aussi une question de feeling, mais bon, ça joue aussi. Oui, complètement. Oui, c'est ça, effectivement. C'est une rencontre du côté de compagnie la DMR et ça va dans les deux sens. C'est de se dire à quel point on a envie de collaborer ensemble et on a envie de se lancer dans ce projet. S'il y Euh, avait un élément qui était important, c'était le fait que Compagnie soit un organisme qui soit construit aussi à partir d'un SAD, enfin, d'un service d'aide à domicile.
Et donc, pour nous, c'était vraiment, en fait, on allait amener à nos salariés, à nos associations, des personnes qui savaient de quoi on parlait. Donc ça, pour nous, c'était hyper important. On avait des gens qui connaissaient le terrain, finalement. Et donc, c'était plus facile pour nous de faire porter un peu ce projet qui risquait vraiment de faire peur au départ. Donc, ça a été, voilà, nous, on l'a vu vraiment comme un volet qui pourrait être sécurisant, en tout cas pour nos associations. Oui, parce que je le rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, Compagnie, on est un organisme de formation, mais en parallèle, on a À l'Envie, qui est notre structure d'aide à domicile. Et donc, nous-mêmes, on a À l'Envie, qui est un SAD qui est aussi en équipe autonome. Et donc, cette expérimentation, en fait, on existe depuis 2016. Et donc, tout ce qu'on a construit autour de Compagnie, c'est aussi par rapport à ce qu'on a mis en place chez À l'Envie. Donc, ça vient vraiment de notre expérience. Donc effectivement, ça nous aide en tout cas à accompagner les structures au quotidien. Si je rentre un peu dans le vif du sujet sur comment... Alors là, on a répondu à la question des financements, où là, ça a été une dotation du département. Est-ce qu'il y a eu d'autres financements ou non? Vraiment, c'est le département qui vous a suivi. Oui. C'est le département qui nous a suivis. Après, je pense que de toute façon, on aurait fini par y aller quand même. On aurait cherché les financements. Parce qu'on était convaincus que de toute façon, si on n'y allait pas, enfin, on irait dans le mur, en fait. Mais on est face à une sinistralité qui était tellement importante et des besoins, enfin, voilà, on avait une perte d'attractivité pour notre métier et ça, il est au plan national, hein, c'est pas que chez la DMR. On voit que les nouvelles générations, elles n'ont pas les mêmes attentes, hein, aujourd'hui. On n'est plus sur des générations X. Aujourd'hui, on est vraiment sur une recherche de sens au travail. Donc, on savait qu'il fallait qu'on fasse évoluer les choses. Et du coup, alors quand on est parti, ça y est, quand le projet a commencé, parce que forcément une quarantaine d'associations, vous n'alliez pas faire partir tout le monde, comment se sont faits les choix des associations qui sont parties en premier? Alors, bah, on a fait la candidature déjà. Fallait déjà vouloir y aller parce que c'est un projet qui demande quand même une remise en question sur soi, sur ses pratiques. Alors ça, je pense que Émilie et Marie sont mieux le dire que moi, mais même pour les présidents, hein, une remise en question quand même d'une organisation qu'on pensait vraiment fonctionnelle, opérationnelle et optimale. Donc c'est quand même une remise en question. C'est une remise en question aussi par rapport à la façon dont on est formé, hein, sur certaines postures managériales. Donc, fallait avoir déjà envie d'y aller parce que sinon, je pense que c'était compliqué. Et après, on a été aussi sur des associations pour lesquelles, alors au départ, on n'a pas voulu trop se mettre en difficulté. On a été sur des associations sur lesquelles on avait moins de difficultés quand même. Une certaine stabilité au niveau des équipes administratives. On n'allait pas faire ça avec des nouveaux arrivants. Voilà, on ne voulait pas les mettre triplement en difficulté. Donc voilà, il y a eu plein de critères. En tout cas, les premiers critères, ça a été vraiment le volontariat. Il fallait que le CA soit volontaire. Donc on demandait un vote du CA sur le projet, à qui on avait déjà présenté, hein, comment ça allait se dérouler. Il nous fallait l'accord aussi des équipes administratives et une présentation aussi en CSE. Donc il fallait aussi l'accord des représentants du personnel pour se lancer dans le projet. Les choix n'ont pas été trop difficiles. On a eu 9 associations à se présenter. En général, au départ, il y en a pas mal qui veulent pas trop essuyer les plâtres, donc on savait que voilà, on n'aurait pas trop d'associations. Pour autant, sur les 9, il fallait en choisir 4, donc on a forcément fait des déçus. Mais voilà, on leur annonçait quand même que c'était pour ensuite poursuivre le projet. Donc voilà, on a eu 4 associations. Et du coup, donc, une fois que les assos ont été sélectionnés, euh, comment le projet il a été pensé avec Compagnie, avec toi en lien avec les assos? euh, comment toi, enfin, Alors, comment on tu a as fait? déjà commencé par écrire. On a déjà commencé par écrire un cadre, hein. Comment est-ce qu'on allait faire, hein, ce différents dispositifs, de quoi on avait besoin, comment est-ce qu'on allait accompagner les associations, de quoi elles avaient besoin pour mettre en place leur organisation. Donc, Compagnie nous a présenté, hein, les différents modes de formation, hein. Donc, on a eu la formation, on avait la formation pour les coachs, qui était quand même une formation importante, puisque ce que je veux dire, il y a vraiment une transformation de la posture managériale qui est assez conséquente. Et c'est à elle qu'on demande le plus gros boulot, en tout cas au départ.
Donc il y avait cette formation, la formation des intervenants qui arrivait après. Et il a bien fallu aussi former notre comité de pilotage fédéral parce qu'il a fallu leur expliquer ce que c'était que ce dispositif et comment on allait le mettre en place. Donc, on a dessiné une vraie feuille de route sur laquelle on s'ajustait au fil du temps. Et donc, on a aussi mis en place des comités de pilotage au sein des associations avec lesquels on restait en lien pour pouvoir justement s'assurer de la bonne mise en œuvre. Donc, à chaque fois qu'il y avait un souci qui était remonté, l'idée, c'était justement de travailler en pluridisciplinaire, que ce soit avec le comité de pilotage, avec les cadres, avec les associations, les représentants du personnel, compagnie, les formateurs. On avait cette fluidité, en tout cas, des échanges qui permettaient de pouvoir se réajuster au fil du temps. Bon, de toute façon, on va voir avec Marie et Émilie qui vont nous raconter un peu, elles, comment elles ont vécu les choses. Mais justement, donc ça a plutôt bien pris. Ce qui fait que l'année d'après, enfin, vous avez relancé un appel à candidature et là, ça a plutôt bien, ça a plutôt bien marché, je crois. On a doublé les candidatures l'année suivante. Donc, du coup, oui, ça a plutôt bien marché et on en est content. Et puis là, aujourd'hui, on est arrivé à... Maintenant, on a 12 associations. On est en train d'en lancer 5 autres. Donc, du coup, là, en juin 2025, on aura 17 associations qui seront lancées dans le dispositif. Donc là, c'est énorme. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, ça fonctionne. En tout cas, voilà, on y va progressivement. Mais on va dire qu'à 12 mois d'expérience, je pense que les associations sont en mesure de dire que c'est un système qui fonctionne, qu'il faut rien lâcher. Pour autant, c'est pas le monde des bisounours non plus, Ouais, mais ça c'est important de le dire, effectivement, ouais. c'est un long chemin. Oui. Et justement, pour toi, quels ont été les enjeux et les réussites de ce parcours-là sur 2 ans et demi? Ça a été quoi vos gros défis et en même temps les réussites? Si tu... Les gros défis, ça a été d'embarquer tout le monde, mais pas trop parce que il faut qu'on puisse répondre aux frustrations aussi autant. Ça a été de réussir à former tout le monde et à les embarquer alors qu'on a quand même malgré tout toujours ces problèmes de recrutement de personnel, ces problèmes d'absentéisme. Enfin, au départ, au démarrage de la mise en place, c'est un très gros investissement. On a des équipes administratives voilà, qui ont quand même une charge de travail qui est conséquente, hein. On était déjà avec des équipes administratives qui avaient une surcharge de travail, donc il fallait les rendre disponibles, il fallait se donner les moyens. Donc c'était quand même hyper important d'avoir ça. C'était aussi de savoir dire que c'était une démarche qui s'inscrivait dans le temps. Et ça, c'est pas facile à intégrer non plus. C'est pas on appuie sur un bouton et puis ça y est, on passe à l'étape suivante. C'est quelque chose qui s'inscrit de manière progressive. On peut faire des erreurs, il faut réajuster. Des fois, il faut refaire marche arrière pour pouvoir repartir. Donc, c'est un accompagnement, on va dire quasiment au cas par cas, quoi. Ça a été un peu de la broderie sur certaines situations. Ouais, et puis alors moi je pense qu'un des gros atouts de la DNR 35, c'est aussi que toi tu t'es complètement dédié au projet. Enfin, c'est-à-dire que tu étais vraiment là aussi pour piloter, un peu comme une chargée de projet, vraiment. Et donc ça a été hyper essentiel sur la réussite du projet au niveau des assos, je trouve. Ça a permis de faire du lien en tout cas. Donc l'idée, c'est aussi que les associations restent en lien, puissent être en échange, faire part de leurs problématiques rencontrées, qu'elles puissent s'enrichir en fait les unes les autres quand il y a un doute, quand il y a une problématique. Donc ça, c'était important. Et c'est de les accompagner dès qu'il y a un point de blocage, c'est de se dire à quel moment on démarre, parce qu'il y a des associations qui disent, OK, d'accord, on est formé, mais quand est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et puis, des fois, c'est de savoir leur dire, levez le pied, allez pas trop vite, laissez le temps, il faut que tout le monde ait envie de s'embarquer. Et puis, à d'autres, de se dire, non, non, là, vous êtes prêts, on y va, quoi. Maintenant, il faut passer la seconde, parce que là, il y a les salariés d'intervention qui sont en train de vous pousser. Et l'idée, c'est de pas de les frustrer. Donc, il faut vraiment réussir à doser, donc les accompagner pour qu'elles puissent partir, en tout cas dans les meilleures conditions, et ajuster si jamais il y a besoin, parce que voilà, il y a toujours des ajustements nécessaires. Ouais, une bonne chef d'orchestre, quoi. En soi, c'est de savoir à quel moment tu fais démarrer, à quel moment tu accompagnes les uns les autres, quoi.
Oui, après, c'est un travail d'équipe, hein. Je ne suis pas toute seule, hein. Il y a du monde quand même avec moi. On est tout un comité de pilotage. Il y a les cadres qui accompagnent aussi les associations, donc qui sont le relais direct. On travaille aussi avec les formateurs et les formatrices pour pouvoir faire le lien avec les salariés lors des temps de formation pour pouvoir identifier les problématiques. On a aussi le service, une personne qui était dédiée aussi à l'accompagnement, on n'en a pas parlé, mais de la sectorisation. Donc, j'ai une personne qui accompagne les associations sur leur resectorisation, parce que l'idée, c'est vraiment de créer des petites équipes. Donc, des fois, bah, ça remettait en question la sectorisation qui était en place. Donc voilà, il y a tout un travail quand même derrière. Donc, c'est pas, voilà, c'est pluridisciplinaire. C'est le but des équipes. C'est ça. Avant que tu nous laisses, Sandra, parce que je ne vais pas te retenir trop longtemps, mais est-ce que tu as un conseil à donner à des fédérations, à des réseaux qui auraient envie de se lancer dans un tel projet? Alors, c'est un beau projet, allez-y. Et on commence à avoir des prémices de résultats, donc c'est chouette. En tout cas, les personnes vous diront, c'est qu'elles n'ont pas forcément envie de revenir en arrière. Et si un conseil, c'est vraiment de les accompagner à leur rythme. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment de vous créer la feuille de route. Vous avez la vision de l'objectif, mais vraiment laissez-les. Faut que tout le monde ait envie d'y aller. Et une fois qu'elles ont envie d'y aller, ou en tout cas envie d'essayer. Et alors là, dans ces cas-là, s'il y en a, tout le monde a envie d'essayer, vous pouvez les embarquer ici. Et alors, juste avant que tu partes, on a une question je pense que c'est toi qui est la plus à même de répondre, c'est les associations qui sont passées aux ESP ont-elles changé à 100% ou le projet a-t-il été mis en place seulement pour une partie des équipes? Alors nous, on a fait le choix de lancer toutes les équipes, toute l'association en même temps, pour pas mettre en fait l'équipe administrative en difficulté avec deux systèmes à travailler en parallèle. Donc ça, c'était un choix parce que justement, du retour d'expérience qu'on avait eu des autres fédérations, ça a pu des fois mettre un petit peu en difficulté les équipes administratives à qui, je l'ai dit, hein, ça leur demande déjà un gros travail, elles sauront me dire tout à l'heure, ça leur demande déjà un gros travail à la base. Donc l'idée, c'était vraiment de pas trop les charger. Donc effectivement, on a tout préparé, on a tout lancé quasiment en simultané. Super. Et je vois, il y a une question sur l'effectif en question, mais peut-être que ça, c'est Marie et Émilie qui vont nous raconter ensuite euh, Ouais, combien. les quatre premières associations, ça représente 80 salariés. Super. Bah, merci Sandra en tout cas pour tes éclairages. Et comme ça, Merci. on va poursuivre avec Marie et Émilie faire un zoom sur une association en particulier qui s'est lancée, qui a été dans les associations sélectionnées au démarrage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ok, super. Et ben merci Sandra. Au revoir, à très bientôt. Euh, Marie et Émilie, est-ce que chacune peut peut-être, pour qu'on se relance et qu'on vous resitue bien, est-ce que vous pouvez vous représenter sur vos fonctions au sein et quelle est votre association? Enfin voilà, refaire une petite présentation générale de votre asso et qui vous êtes. Alors, moi, je suis Émilie. Donc, moi, je suis la responsable de secteur de l'association de l'ADMR de Plaine Fougère. Et moi, c'est Marie, donc assistante technique de planification à la DMR de Plaine Fougère. Et donc vous, à l'ADMR Plaine Fougère, donc 80, c'est ce que disait Sandra à peu près? Non, alors, en fait, elle prenait pour toutes les. Donc, nous, on a 27 salariés d'intervention. Ok, On est deux services administratifs et on a une salariée qui porte les portages de repas. ok. Ah oui, c'est 80, c'était pour les quatre assos où on C'est partait. ça. Ok. Vous, de votre côté, quand et comment vous avez entendu parler des ESP? Alors nous, en fait, les ESP, on ne connaissait pas. Donc il y a eu un appel à projet avec une petite définition. On a eu une présidente qui a été très emballée par le projet, donc elle nous en a fait part. Et puis, eh ben, on s'est inscrit enfin, voilà, on a fait partie des 9 associations à s'inscrire, puisque nous, le service administratif, on était emballés, la présidente et le conseil d'administration, enfin, tout le monde était partant. Donc, voilà, on s'est inscrit pour faire partie des 3 associations pilotes
c'est-à-dire les 3 premières à se lancer dans ce projet qui était un peu vague quand même. On savait Ouais, pas. c'est-à-dire que vous êtes lancé avec juste cette petite phrase là d'explication, enfin ce petit dossier d'explication. C'est C'est ça. ça. Et qu'est-ce qui vous a séduit du coup? Enfin, pourquoi vous vous êtes dit on a envie de postuler à ce projet-là? Ben, en fait, moi, ça fait 15 ans que je travaille à l'association. Et on sentait quand même qu'il y avait toujours la distinction entre le service administratif et les salariés d'intervention. Et moi, en tant que responsable, je rappelais souvent on travaille tous pour la même association. Mais les intervenants à domicile n'avaient pas forcément cette sensation. Donc, on s'est dit, bah, c'est le moment, il faut qu'on se lance et qu'on leur dit, elles ont aussi leur mot à dire, elles ont des choses à dire, à faire, elles sont capables. Donc, nous, on s'est lancé. Ok, donc c'était cette volonté vraiment de vous dire, tiens, on a envie de casser ce truc de équipe bureau, C'est ça. C'est ça. quoi. Ok. Et donc c'est ça qui a fait que vous en avez discuté entre vous, Marie, Émilie, enfin comment ça s'est passé? Entre nous et avec la présidente aussi, parce qu'on a eu une Ouais. présentation, enfin, on avait une présentation vidéo de la fédération et on en a discuté après avec la présidente et entre nous aussi. Et du coup, on était toutes les deux Emballé. emballées. Claire. Et du coup, comment ça s'est passé? À partir du moment où vous avez postulé, vous avez été sélectionné. Qu'est-ce Ouais, qui s'est passé? Quelles ont été les c'est- étapes? Ça a été C'était rapide. super rapide. Donc, en Ouais. fait, nous, on s'est inscrit, on a eu peut-être la réponse une semaine après, comme quoi on a été sélectionné pour être dans les 3 associations. On est parti en formation peut-être 2 mois après. Ouais, Alors, la formation, je le rappelle, c'est passer de la posture de manager à la posture de coach que vous avez c'est fait. Ça, ça. Donc, on est parti, on a eu 2 jours de formation sur 4 mois. c'est ça. C'est ça, si je ne dis pas de 10 bêtises. jours en dessous. Oui, Voilà. Donc, c'était de mars à juillet. oui, c'est ça. Et ensuite, en septembre, c'est les salariés d'intervention qui sont partis, elles, en formation. Mm. Donc, ça a été très rapide. Elles sont parties en formation en septembre et en novembre, on a commencé nos équipes. Ok. Vous vous êtes dit, ça y est, enfin, une fois que les formations étaient faites, vous vous êtes lancé, vous avez expérimenté. Ah bah, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et justement, alors qu'est-ce que vous, personnellement et professionnellement, et après on parlera peut-être du côté collectif, mais vous, ça vous a apporté quoi les formations? La formation notamment passer de la posture de manager à la posture de coach. Alors, on avait plein de questions. Euh, Jusqu'à milieu de formation, en fait, je pense qu'on a les mêmes questions. C'est bah, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, donc on a eu Elsa qui était une formatrice géniale qui nous a appris que passer de coach à manager n'empêchait pas d'être toujours manager, en tout cas pour moi. Donc on a appris une nouvelle posture tout en gardant quand même l'ancienne. Et vous sentez que vraiment, enfin, toi, Émilie, tu as senti que ça avait changé, enfin, ta posture en tout cas de manageuse, enfin, avant et après la formation, tu as senti que ça avait changé des choses en toi? Eh ben, en fait, le regard des intervenants à domicile n'est plus le même, puisque en participant aux équipes, bah, elles découvrent aussi, nous, notre quotidien, parce qu'elles ne connaissent pas forcément nos tâches et notre quotidien, tout ce qui est réglementation du travail, des choses auxquelles elles n'étaient pas amenées à participer. Donc, voilà, elles connaissent du coup maintenant nos charges de travail, elles y participent. Elles connaissent nos hauts, nos bas. Donc, le bureau étant beaucoup plus ouvert, on n'a pas la même relation. C'est plus la relation salarié à d'intervention à manager. C'est vraiment là, on est toutes collègues. Hmm. Et toi, Marie, tu as ton retour sur la formation? Ben, un peu le même qu'Émilie, sachant que moi, j'étais pas de base manageuse. Enfin, moi, j'étais assistante technique de planification, mais c'est quand même moi qui bah, faisais leur planning. Maintenant, elles sont impliquées euh, dans leur planning, dans le quotidien, dans les remplacements d'arrêt maladie. Donc, elles le font avec moi. Enfin, on le fait ensemble. La mise en place de nouveaux dossiers. Donc, elles sont vraiment impliquées. Bah, dans mon quotidien, où moi j'étais toute seule avant et maintenant c'est travailler en équipe en fait. Et Enfin, du toute coup, seule. les salariés sont partis en formation, savoir évoluer en équipe autonome à partir de septembre, hein, c'est ce que vous Oui, disiez. ça.
Et du coup, à quel moment le déclic pareil, de leur posture par rapport à vous, est-ce que c'est pendant les formations que ça s'est opéré? Comment c'est après, ça a cheminé? Alors, il y a des salariés qui vont vite rentrer dans le dispositif. Nous, enfin, moi, c'est notre ressenti, c'est les dernières embauchées vont rentrer plus vite. Et celles qui ont 20 ans ou 30 ans de carrière derrière, elles sont tellement habituées que c'est plus difficile pour elles de prendre cette position. Et c'est pour ça que nous, on s'est lancé rapidement dans les équipes. Voilà, on a tâtonné, mais on s'est dit, on ne peut pas leur laisser trop le temps parce que voilà, il fallait s'y mettre. Et au fur et à mesure des réunions, et ben, tout le monde a pris le pli, en fait. Hmm. Ok, donc pour vous, les formations, ça, ça vous a apporté quand même sur ce côté un peu chacun prendre la co-responsabilité. euh, il y a eu d'autres. Est-ce qu'au niveau de la communication, ça a changé des choses? Ah ben oui, aujourd'hui, on a beaucoup moins d'appels téléphoniques d'une salariée qui va poser une question de base sur son planning, elle l'a fait avec nous. Donc, elle sait voilà, tout ce qui a été mis en place, elle est au courant en amont. Donc, il n'y a plus ces questions, des questions de planification. Les absences, on en parle ouvertement. Il y a plus on a beaucoup moins d'appels d'intervenantes à domicile aujourd'hui. Pour illustrer un petit peu, comment ça s'organise au quotidien avec enfin, la nouvelle organisation? C'est quoi? C'est une réunion d'équipe tous les combien? Enfin, comment ça se passe? Donc, nous, on a 3 équipes. Et on a 1 heure de réunion par semaine pour chaque équipe. Ok. Donc, pour nous, c'est 3 heures de réunion par semaine. Donc, on a une équipe de 4 et 2 équipes qui sont entre 8 et 9 parce que, entre voilà, des absences ou des choses comme ça. Donc, la livreuse de portage de repas participe ponctuellement. Ok. Parce que, Et donc, dans ces réunions, vous parlez quoi? Des plannings, des bénéficiaires? Alors, nous, on commence toutes les réunions par l'humeur du jour. Voilà, on trouve ça assez important. Et du coup, alors on fait un ordre du jour. Donc, forcément, là, on est encore dans la planification qui est vraiment important puisqu'il a fallu leur expliquer la modulation, l'amplitude horaire, des choses où elles n'ont pas toujours, voilà, elles ne se sentaient pas impliquées. Donc, la planification prend beaucoup de temps, mais des fois, on leur laisse un petit quart d'heure où elles peuvent se décharger de leur semaine on parle de situations problématiques. Quand une collègue a un problème, elle en échange, on le met à l'ordre du jour et du coup, toutes les autres collègues participent à cet échange pour qu'on ait toutes le même discours aussi, et au bureau, et elles quand elles sont en intervention. Et donc là, vous disiez au démarrage, on commence par l'humeur du jour. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Vous ne le faisiez pas forcément avant. Ça fait partie des nouvelles pratiques. C'est ça. Et ça change quoi? Ah ben alors, pour nous, c'est hyper important parce que déjà, nous, on participe aussi à l'humeur du jour. Et donc, on peut voir une salariée, parce que les salariés qui venaient avant en coup de vent, on n'a pas forcément. Il faut vraiment qu'elles aient un gros souci pour nous en parler. Là, ça peut être des choses. Alors, des fois, ça va être, je sais pas moi, leur chien est mort ou des choses comme ça, mais ça nous permet de voir dans quel état d'esprit elle peut être. Et puis, ça permet aussi peut-être aux plus timides de déjà rentrer dans la réunion puisqu'on fait un tour de table sur l'humeur du jour. Et c'est un temps que les salariés apprécient, et nous aussi d'ailleurs, puisqu'on peut voilà, discuter de l'humeur. Donc, c'est pas forcément professionnel toujours, mais nous, ça nous permet de savoir dans quel état d'esprit sont nos salariés. Ok. Et du coup, donc avant, c'était responsable de secteur, assistante technique de planification. Votre nouveau rôle aujourd'hui, c'est quoi? On est responsable de secteur, coach et ATP coach. C'est-à-dire que quand on est en réunion, on est des coachs, mais le reste du temps, j'ai toujours mes responsabilités en tant que responsable et Marie a toujours ses responsabilités d'assistante technique. Et comment euh, en réunion, vous êtes coach, c'est quoi votre rôle en fait dans ces réunions en tant que coach? Nous, on est là principalement pour mettre le cadre.
Et puis, on essaye des fois de dynamiser certaines choses, de leur faire l'ordre du jour, parce que des fois, ça peut être un peu compliqué, mais on commence à leur donner de plus en plus de rôles en autonomie. Euh, mais on avoue aussi que nous, on aime bien participer à D'être ces là. réunions. Et elles aussi, elles apprécient quand on est là, quand on leur propose, enfin, parce qu'on a fait des essais où elles sont toutes seules en réunion, elles nous disent, oh bah vous n'êtes pas là à cette réunion, donc elles apprécient aussi qu'on soit là sur ces temps de réunion, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est jamais évident ce démarrage, en tout cas ce changement de posture. Il y a comment on lâche prise, C'est comment ça. on est moins contrôlant et en même temps on a quand même envie d'être là parce qu'on veut savoir comment ça se passe. Donc c'est comment on trouve le bon équilibre dans sa posture, qui est pas toujours simple. Et là aujourd'hui, parce que là maintenant, ça fait combien de temps que vous avez démarré ça fait- C'est Ça va faire 17 deux. mois. Ouais, c'est ça. Ça fait Ouais, 17 ouais. mois. Et là, vous trouvez que vous avez trouvé le bon équilibre dans votre posture de on laisse faire et en même temps on est là parce que ça nous fait plaisir et qu'on avance ou c'est encore vous êtes tout le temps encore en questionnement? Alors, ça dépend des équipes, en fait, parce qu'on a deux grosses équipes où elles sont entre 8, 10, voire 12. Là, c'est un peu. On sent qu'on est toujours le coach. Et l'équipe où ils sont 4, forcément, l'autonomie va beaucoup plus vite. C'est là où on a vu que dans des petites équipes, forcément, c'est beaucoup plus simple à coacher. Euh, on est entre les deux, en fait. On essaye de les mettre en autonomie, mais nous, on ne veut pas forcément participer pour cadrer, on veut participer parce que ça fait 17 mois qu'on fait partie de l'équipe. Et Hmm. c'est pas qu'on a envie de lâcher le rôle de coach, c'est qu'on n'a pas envie de lâcher l'équipe, en fait. Donc voilà, c'est plus, c'est très bienveillant. Et du coup, ouais, c'est plus la sensation de devoir abandonner nos équipes, quoi. Est-ce que vous avez vu du changement avec les bénéficiaires depuis ce projet? Alors, nous, on n'a pas trop d'appels de bénéficiaires où on voit plus le changement, c'est-à-dire que on a toutes les informations qu'on pouvait ne pas avoir forcément avant, parce que par les salariés, par manque de temps ou des choses comme ça. Là, même dès qu'une collègue apprend une chose, et tout de suite on en parle en équipe. On a beaucoup plus d'informations concernant certaines situations qu'on n'aurait pas forcément eues avant. Mais du côté des bénéficiaires, non, ils savent que de telle heure à telle heure, il y a réunion d'équipe, mais on n'a pas vu trop de changements. Mais par rapport aux salariés, si, on a vu, on est beaucoup plus impliqué dans certaines situations aussi. Et du coup, par rapport aux salariés, le fait d'avoir plus d'infos, vous trouvez que, enfin, c'est un avantage? Enfin, il y a moins d'arrêts, il y a des choses comme ça où vous avez senti un impact? Alors nous, on a très peu on n'a pas beaucoup Pas beaucoup d'absentéisme. Par contre, on a senti un impact, et donc c'est les kilomètres. On a gagné en kilomètres d'intervention. On a gagné aussi en kilomètres entre les interventions, puisque du coup, elles participent à leur planning, donc elles savent, voilà. Mais pas tant sur l'absentéisme. Ok. Ok. Et alors, là, on a parlé de vous, comment vous avez perçu le projet. Euh, comment elles les auxiliaires, parce que du coup, vous avez postulé, ça a été très vite, vous êtes parti, ça y est, dans la démarche. Comment vous avez informé les auxiliaires de ce projet et comment elles ont pris ce nouveau projet? C'était en réunion de service, donc c'est la présidente qui a donné, enfin, qui a parlé du projet aux intervenantes à domicile. On leur a présenté comme nous, on nous l'avait présenté. Donc, je me rappelle toujours, il y a une salariée qui a dit qu'est-ce qu'elles vont faire? Ah oui. Voilà, donc elles ont eu leurs propres questions, mais comme c'était encore un peu flou, puisque nous-mêmes, on n'était n'était pas pas parti encore en partis en formation. formation. Vous vous Donc, demandiez aussi vous-même ce que vous alliez faire, du coup? c'est C'est ça. ça. Donc, à chaque réunion de service, Oui, on leur a donné l'avancée de c'est ça. nos Et puis, formations. elles avaient le questionnement de se dire, mais oui, mais je vais pas être devant l'ordi, je vais pas venir au bureau, enfin, c'est pas moi qui vais faire toute seule mon planning, c'est pas, enfin, plein de questions, enfin, voilà. Donc, et après, quand elles sont parties en formation, maintenant, enfin, les salariés ne reviendraient pas en arrière. Pourquoi, selon vous, en quoi elles y ont trouvé du confort? Parce qu'elles ont
un temps d'échange, elles participent à leur... Enfin, aujourd'hui, on n'impose plus un planning à une salariée. Elles ne découvrent pas des changements comme ça, voilà, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Elles participent à leur tournée week-end, elles valident leurs congés, Mise en place de nouveaux mise en dossiers. place de nouveaux dossiers. Donc, elles découvrent après que moi j'ai fait la visite à domicile. Donc, il y a plein de choses. Bah, du coup, elles sont au courant en amont. Euh, moi, je pense qu'elles ne reviendraient pas en arrière parce que bah, aujourd'hui, elles ont une mainmise sur leur planning et sur leur travail, en fait, mais sur leur travail, non pas que d'intervention, sur leur travail d'intervenante. Et comment ça se passe? Une auxiliaire, une urgence a besoin d'être remplacée pour X ou Y raison. Ça se passe mieux aujourd'hui? Comment ça s'organise? Eh ben, alors si par exemple il y a un arrêt, donc elle s'envoie un message parce qu'on a MIA, c'est une messagerie instantanée. Donc Et- par exemple, une aide à domicile va envoyer un message MIA à toute son équipe. Elle va dire, bah voilà, j'ai une urgence, j'ai un problème, j'ai besoin d'être remplacée, j'ai Madame un tel, Monsieur un tel, et bah, les filles vont se dire, bah moi je peux te prendre ça, moi je peux prendre Monsieur un tel, je peux prendre. Et après, si c'est un long arrêt, on le travaille en équipe Hmm. à la réunion qui suit et on fait le remplacement de la semaine ou enfin, d'un jour ou 2 jours selon le temps où l'aide à domicile est arrêtée, quoi. Donc ça s'organise plus vite que c'était le cas avant. Enfin, du coup, c'est plus imposé, quoi. C'est plus C'est euh, ça, toi, Marie, qui fait les changements parce qu'il y a une urgence, c'est elle qui ont la main sur. c'est ça. Ok. Et donc, ce qui est important, c'est ce que j'entends quand même, c'est l'outil de communication. Sans ça, ça serait plus compliqué. Donc, le fait qu'elles aient un outil pour communiquer, ça Mm. facilite quand même votre travail au quotidien. Oui, Oui, parce que nous, on voit aussi, en fait, comme c'est une messagerie instantanée, on est dans le groupe, donc on voit aussi leurs échanges. Mm. Donc, bah, du coup, quand si une collègue dit, bah, moi, je te prends Madame X, bah, Marie met directement Madame X sur le planning, en fait. Ok. Ce que je vous propose, c'est, je vois, il y a quelques questions dans le chat. On va peut-être commencer à y répondre et à voir comment on alimente au fur et à mesure. Euh, Là, on a une question qui dit, si je récapitule, vous êtes donc deux administratifs pour 27 AD. Pourriez-vous nous dire combien de clients vous avez et le nombre d'heures produites mensuellement? Alors, on a 150 personnes aidées. Mensuellement, bah alors là, je ne peux pas trop vous dire parce qu'on n'a pas les résultats du mois et on a eu beaucoup de départs. Voilà, après, nous, on a des temps partiels et des temps pleins. Euh, mais, euh, mais voilà. Ok. J'ai une autre question qui est comment se passe une planification complète au quotidien? Les intervenantes viennent au bureau pour faire leur planning. Comment ça se passe? Alors en fait, au début, quand on a commencé les réunions, donc on a commencé par refaire tous les plannings de référence de toutes les aides à domicile par secteur. Et ensuite, à chaque nouvelle mise en place de dossier, donc on le présente à l'équipe et c'est avec l'équipe qu'on le met en place sur leur planning. Donc en fait, on travaille le planning à chaque réunion enfin de la semaine, quoi. Ok. Oui, c'est ça. En fait, comme vous avez votre réunion, c'est ça aussi, le fait qu'elle soit chaque semaine, ça vous aide dans la planification. C'est ça. C'est ça. Ok. Elles viennent pas au bureau tous les jours ou enfin, à chaque moment pour faire leur planning. C'est au moment de la réunion où on travaille leur planning, la nouvelle mise en place des dossiers et en équipe. Vous avez le temps en 1 heure de tout voir. Enfin, c'est pas Ça trop. passe vite. J'imagine. Ok. J'ai une autre question sur les évaluations. Pour les évaluations des besoins ou les réévaluations, qui s'en occupe? Alors, pour l'instant, c'est toujours moi. Mais en fait, dès que j'ai fait la visite, donc soit je leur pose des questions avant, mais des fois, on n'a pas besoin de leur poser parce que en général, on le sait lors de l'équipe, elles ont déjà parlé. Moi, je fais la visite de réévaluation et une fois qu'on a euh, donc soit le nouveau plan d'aide de la personne aidée ou l'augmentation, du coup, on en reparle avec les salariés et on remodifie le planning avec les salariés. Ok. Évaluation des besoins. Oui, et donc en fait, est-ce que ça arrive que toi, tu es déjà en tête l'auxiliaire qui va pouvoir y aller ou non? Après, c'est en réflexion avec l'équipe ou c'est en amont, vous en parlez? Enfin, tu vois, comment ça. Quand tu fais le Alors, premier.
ça nous est déjà arrivé d'avoir une idée, mais après, on ne leur soumet pas notre Ok, idée. ça vient d'équipe. Voilà. Nous, il est important que tout vient de l'équipe. Et des fois, ben voilà, on est agréablement surprise aussi. Et des fois, bah, ça peut être des choses imposées parce que nous, on est une association très, très rurale où les salariés souvent sont nés dans les communes, ont grandi. Donc, des fois, il peut y avoir des obligations à ne pas mettre de certaines salariés. Donc, voilà, quand c'est ça, on essaye de dévier. Mais en général, voilà, ça se passe très bien. C'est les salariés qui choisissent et puis ben, en fonction de leur modulation et de leur temps de travail aussi, quoi. Est-ce que vous avez senti plus de solidarité entre les auxiliaires depuis la mise en place des équipes? Bah, alors oui, il y a plus de solidarité. Là, on a fait un petit passage là il y a quelques mois aussi sur quand même certaines salariés qui ont pris des positions qu'elles n'auraient pas dû prendre. Donc là, on a recadré parce que, comme disait Sandra, bah, c'est pas le pays des bisounours. Donc, il faut pas oublier le cadre. Voilà, même si on s'entend bien et qu'on est dans la bienveillance, bah, il y a toujours des choses qu'une intervenante ne doit pas faire. Et donc, on remet souvent le cadre en disant, avant de prendre position, il faut que ça soit vu en équipe avec l'accord des collègues, parce que peut-être que vos collègues ont une autre façon de travailler qui fait que tel ou tel matériel n'est pas nécessaire ou des choses comme ça. Oui, et c'est ça aussi l'intérêt dans les formations savoir évoluer en équipe autonome, c'est que au-delà d'apprendre un nouveau modèle, c'est aussi comment on communique entre nous dans l'équipe, comment on fait en sorte que dans l'équipe, chacun ait des rôles pour qu'il n'y ait pas des enfin des mini-chefs qui se réinventent au sein des équipes. Et là, c'est tout l'enjeu aussi, bah, du coup, de travailler la posture du coach, parce que l'encadrant qui a travaillé sa posture de facilitateur, du coup, va plus accompagner effectivement cette petite prise de pouvoir et va être plus dans la facilitation avec ses équipes plutôt que de laisser faire. Si je résume, c'est un petit peu ça, vous, aujourd'hui, dans votre posture. C'est C'est ça. ça. Et puis donc au début, on a fait une bulle de confort, donc ce qu'on a appris en formation. Et voilà, au besoin, on peut la ressortir en disant attention, il y a ça, il y a la bienveillance, il y a l'écoute des autres, etc. Et rappuyer dessus la bulle de confort quand il peut y avoir des accords où on sent que le conflit peut venir, ben, on désamorce dès le départ de la réunion. Et puis, si on sent qu'il peut toujours y avoir conflit après, et ben là, on reprend la casquette de responsable de secteur et on essaye bah, qu'il n'y ait pas de conflit, quoi, parce que tout ne pourra pas être vu en équipe euh, quand même. Donc, on reste avec nos rôles attitrés de base. C'est ça, justement, il y avait une question où on nous demande comment se passe la gestion des conflits ou juste des désaccords qui tranchent. Là, vous gardez, vous, un moment, si jamais vous avez plein de petits outils là, dans votre mallette maintenant pour désamorcer les conflits, mais si ça ne marche pas, vous gardez ce rôle hiérarchique qui, à un moment, où on tranche. Bah, c'est ça, en fait. Quand il y a vraiment un gros conflit, donc nous, ça nous est arrivé 2 fois en 17 mois, ben là, c'est plus le coach, quoi. C'est la responsable qui dit stop. Voilà, donc on reprend la casquette initiale. Et bon, en général, enfin, pour nous, ça se désamorce vite. Mais bah, du coup, il peut toujours y avoir des petits pics les réunions d'après. Et là, on revient sur la bulle de confort. On essaye de ramener tout le monde à cette chose qu'on a vue dès le départ, qu'on a mis en place ensemble. Mais ben, voilà, on a 2 casquettes et bah, il y a des fois, il faut sortir. Hum, ouais, on connaît. Euh, j'ai une question sur comment se passe le tutorat des nouveaux arrivants. Alors, actuellement, quand on embauche un salarié, donc on lui met des jours de binôme. Et dans ces jours de binôme, je mets toujours une réunion de SP dedans. Pour moi, ça fait partie voilà, de la mise en place de la salariée. Et bah, dans ces jours de binôme, il y a une équipe, donc on la présente. Et puis, elle voit la première réunion et on les fait participer rapidement grâce justement à l'humeur du jour pour qu'elle puisse comprendre. Et après, moi, je lui prends un temps pour lui expliquer qu'est-ce que la bulle de confort. Mais pour les nouveaux arrivants, nous, en 17 mois, on a embauché 6 salariés, 5 ou 6 salariés. Elles s'y mettent très vite. Oui.
Elles comprennent assez vite Eh ben oui, parce qu'ils connaissent pas en fait notre ancien mode de L'ancien mode. fonctionnement. Donc en fait, une salariée qui vient d'arriver dans l'association va rapidement prendre le pli de ce Mm. qui s'y fait. Et, euh, et ça s'est Ça très se bien passe bien. passé. Super. Justement, j'ai une question sur le temps de réunion. 1 heure, ça passe vite. Est-ce que vous arrêtez au bout du temps imparti ou est-ce que vous débordez? Non, en général, parce qu'en fait, on a mis en place le maître du temps. Donc, c'est un rôle. Donc, on a des rôles. Les aides à domicile ont un rôle dans chaque réunion. Donc, il y a le maître du temps. Donc, bah, il dit, bah, il est telle heure. On a tant de temps pour parler de cet ordre du jour. Et du coup, non, on arrive toujours à se cantonner à cette heure de réunion. Ok. Je vois qu'on a pas mal de questions, donc je vais avancer parce que comme ça, on va essayer de répondre au maximum. Euh, Vous disiez que vous présentiez les situations en réunion. Une nouvelle demande met donc plus de temps à se mettre en place. Quel est le délai? Alors en fait, nous, on n'a pas d'urgence. En gros, en 7 jours, donc c'est-à-dire que on présente à une réunion, mais moi en amont, j'ai déjà fait la visite à domicile, donc j'ai déjà toutes les informations à leur donner. Donc il faut qu'entre la demande et la mise en place, il faut qu'il y ait vraiment le grand maximum, c'est 7 jours. Donc moi, je me déplace à domicile, je prends toutes les informations et quand on informe les salariés, elles savent déjà pourquoi elles y vont, qu'est-ce qu'il y a à faire, où se trouve le matériel, voilà. On a Hmm, déjà toutes les informations. ok. Et qu'est-ce qui se passe quand un client ne souhaite pas un salarié en particulier et souhaite le remplacer? Qui est responsable de ce changement? Alors, on le voit aussi en équipe. Comme je vous disais, on est dans des communes, c'est très rural. Donc, souvent, le salarié, la personne qui ne veut pas d'un salarié, le salarié est déjà au courant. D'accord, ok. Et ça, c'est des choses où peut-être vous en parlez en réunion aussi. Enfin, c'est assez transparent, j'imagine. Il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas trop de tabou dans l'association, quoi. On va pas. Après, c'est toujours avec l'accord de la salariée. C'est-à-dire que si moi, un salarié venait me voir en tant que responsable et me disait, je ne veux pas que les autres sachent que je n'ai pas le droit d'aller chez un tel ou pour telle raison, on ne le dirait pas. Elle le sait. Donc, forcément, on n'étalerait pas non plus. L'objectif des équipes solidaires, c'est pas non plus d'étaler tout ce qui se passe dans l'association non plus, hein. Mais voilà, si la salariée n'est pas dans dans le déni de ce qui s'est passé, nous, il n'y a pas de souci, on peut en parler, ou elle-même en parle des fois, oui. Ok. Je vois qu'il y a une question sur la durée de la formation, savoir évoluer en équipe autonome. Donc ça, je peux y répondre rapidement. C'est une formation qui dure 14 heures et pour que la formation soit optimale, on l'étale sur 4 mois. Et donc, c'est 3h30 par mois par groupe de formation. Et l'idée, c'est d'inscrire dans le temps les nouvelles pratiques et qu'il y ait des retours d'expérience. Les auxiliaires tentent des choses en formation et après dans leur structure. Est-ce que vous avez eu des démissions suite à la mise en place des équipes Non, autonomes? non, pas de démission. Ok, plutôt positif alors. Est-ce que, alors, sur quels critères avez-vous réparti vos équipes en trois? Ah, la sectorisation, je pense. Oui, C'est ça. en fait, nous, on était déjà On était sectorisés déjà sectorisés, donc en fait, on a mis en place nos équipes en fonction de des déjà nos secteurs. secteurs qui étaient déjà mis en place. Ok. Et donc en fait, la sectorisation était déjà faite, donc en fait, elles se connaissaient déjà avant. Oui, Oui. Et donc ça, c'est Après, dans l'association, on a des réunions de service une fois tous les 3 mois. On a plusieurs réunions quand même avec les salariés d'intervention, donc elles se connaissent toutes. Mm. Sauf que là, il était important de retrouver les salariés qui pouvaient travailler dans les mêmes maisons. Donc, on avait déjà la sectorisation, mais elles n'avaient pas de réunion de secteur. Hmm, ok. Est-ce que cette expérience a modifié le quotidien sur le terrain des auxiliaires de vie? Est-ce qu'elles sont plus sur leur téléphone peut-être ou non, ça ne change pas? Euh, Bon, bah, non. non, non. On n'a pas de retour. On Non. n'a pas eu de retour de personnes aidées qui disaient que les salariés, depuis qu'il y a eu ça de mis en place, elles avaient un autre comportement lors des interventions. Ça n'a rien changé sur les interventions. Ça a vraiment changé sur
le comportement administratif de leur planning. Ok. Est-ce que le rôle des bénévoles a changé avec la mise en place des ESP? Non plus. Non. Ils ont toujours, ils sont toujours autant investis au sein de l'asso. Ah ben oui, le trésorier restait le trésorier. Non, non, il n'y a pas de souci. Il y a juste des fois la présidente qui participe à des réunions. Ah, Euh, ok, c'est donc, chouette. ouais, donc du coup, la présidente qui était très impliquée hein, depuis le début. Donc des fois, elle participe à des réunions, mais sinon, pour les bénévoles, non, ça n'a rien changé. Ok. Euh, je vois que l'heure tourne et que on va finir dans 2 minutes. Donc, si jamais il y a une dernière question, n'hésitez pas. Et en attendant, peut-être, enfin vous, si vous deviez résumer là votre aventure depuis 17 mois, qu'est-ce que vous diriez à des structures qui hésitent à se lancer? Qu'il faut y aller, parce que nous, personnellement, on ne reviendrait pas en arrière non plus, comme les aides à domicile, en fait. Donc, oui, qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas hésiter et que c'est que du positif. Ok. Émilie, un mot peut-être? Ouais, bah enfin nous en tout cas pour notre part, c'est très enrichissant. Euh, c'est un échange complètement différent et en effet, nous on ne reviendrait pas en arrière. Euh, Moi voilà, ça fait 15 ans que je suis ici, donc j'ai vu ce qui se passait avant. On est habitué en fait à la façon dont on travaille. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout c'est plus du tout la même vision de l'association. Donc nous, on est très contents et là, on essaye de passer en autonomie. Mais nous, oui, non, on ne reviendrait pas en arrière. Et j'ai une dernière question pour la fin et après on va clôturer. C'est est-ce qu'il y a eu un changement dans les réunions de CSE? Moins de questions employeurs. Alors, il y a moins de questions, bah, évidemment, sur tout ce qui est les droits, la réglementation du travail, etc. Donc, il y a beaucoup moins de questions là-dessus. Après, ben, un salarié reste un salarié. Donc, s'il a des questions à faire, c'est normal qu'il le fasse au CSE, mais on a beaucoup moins de questions là-dessus, oui. Parce que du coup, on peut leur répondre directement. Et aujourd'hui, on va dire que une salariée d'intervention n'a plus peur de poser la question à sa responsable ou son ATP, puisque on est complètement ouvert sur certaines choses. Il y a plein de choses de mis à disposition pour elles. Donc le CSE reste vraiment quelque chose si elles avaient un souci particulier, euh, mais plus du tout sur la planification, l'amplitude ou la modulation. C'est l'intérêt des réunions, effectivement, plus de dialogue social, donc effectivement plus de sérénité aussi à ce niveau-là. Je vous remercie en tout cas, Émilie et Marie, pour votre temps et votre témoignage qui est précieux. J'espère qu'on aura donné l'envie à des organisations de s'intéresser à ce que c'est les équipes autonomes et avoir envie de se questionner sur ces questions de collaboration, d'organisation. Et donc voilà, je vous remercie. Merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.